Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas tous les jours aux ateliers d'Éden que nous recevons un agrégé de philosophie. Et moi, j'aurais même été très content qu'on puisse éventuellement un jour, je ne sais pas, créer une bande dessinée, là, Aventure d'un philosophe au Parlement européen. Au fond, c'est votre premier mandat. Mais bon, nous sommes là pour parler d'énergie, de transition énergétique, de climat. Il n'y a pas de politique de l'énergie européenne. Hein. L'énergie, c'est un... Cette conversation va être enregistrée. Mon Dieu. Alors attention à ce que nous disons. Donc, il n'y a pas de politique de l'énergie européenne, mais il y a une politique du climat qui, elle, contraint beaucoup l'énergie et les politiques européennes et les politiques nationales de l'énergie. Et un petit peu, c'est de cela dont nous voulons vous parler. Nous avons quelquefois l'impression que l'Europe ne comprend pas bien la politique de l'énergie française, sans doute parce qu'il y a ce grand désaccord avec l'Allemagne, notamment sur la question nucléaire. Bon, mais en même temps, nous sommes très attentifs à comprendre et à savoir comment le Parlement peut intervenir sur les propositions de la Commission. Hein, comment est-ce qu'on va passer à moins 55% par rapport à 1990 d'émissions de gaz carbonique. Donc, monsieur le député, dites-nous un petit peu où on en est et comment est-ce que vous pouvez infléchir éventuellement les propositions de la Commission au Parlement européen. Merci beaucoup, monsieur le Président. Et d'abord, merci pour votre invitation. C'est une grande joie d'être avec vous, de pouvoir échanger sur les sujets énergétiques. Merci à toute votre équipe pour l'organisation de cet événement et à tous les participants qui sont ici présents dans cette salle, mais aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Alors, je ne sais pas si je tiendrai l'auditoire en haleine en vous racontant les aventures d'un prof de philo au Parlement européen. En tous les cas, c'est vrai que ma présence ici n'était pas une évidence. Je ne suis pas un spécialiste a priori des questions d'énergie. Mais lorsque j'ai été élu au Parlement européen, j'ai choisi de m'engager dans cette commission ITRE, Industrie, Recherche, Énergie. C'était un choix très déterminé, et notamment par la campagne. L'enregistrement a été interrompu. Big Brother nous a abandonnés. J'espère que tout va bien. En tous les cas, il me semblait que les sujets qui étaient liés à l'industrie, à l'énergie, étaient des sujets fondamentaux. Et plus j'avance, plus j'ai le sentiment que les questions d'énergie sont les grandes questions, les questions matricielles pour notre avenir, pour l'avenir de la résilience de nos sociétés. C'est ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, bien sûr, notre capacité à garantir notre autonomie stratégique. Nous parlons beaucoup de ces sujets-là sur le plan européen aujourd'hui. Nous avons vu, je pense, nous l'avons constaté pendant la crise du coronavirus que, au fond, l'un des grands défis pour nos États, c'était de pouvoir garantir que nous soyons capables de produire ce dont nous avons besoin pour assurer la stabilité de nos pays, et l'énergie est sans aucun doute l'un des besoins fondamentaux auxquels il nous faut veiller. C'est l'avenir de nos démocraties qui, de ce point de vue-là, est en jeu. C'est aussi l'avenir de notre modèle économique, de notre modèle social, par conséquent. Il n'y a pas d'espoir possible d'une prospérité économique future, d'une capacité d'action, d'innovation, d'invention, de développement. Il n'y a même pas d'espoir possible de réindustrialisation. C'est l'un des grands thèmes du moment si nous n'avons pas de politique énergétique. Et vous avez tout à fait raison de le dire aujourd'hui, cette question est un peu un grand impensé de la politique actuelle. Et puis évidemment, il n'y aura pas de décarbonation qui ne passe par une stratégie affirmée en matière d'énergie. Donc au fond, il me semble que, et d'ailleurs c'est très frappant, je suis rentré au Parlement européen il y a maintenant 2 ans, et sans aucun doute la question de l'énergie est celle sur laquelle je me suis le plus impliqué, parce que c'est celle qui apparaît comme étant la plus structurante, et malheureusement d'une certaine façon aussi la moins bien traitée souvent, aussi bien dans le débat politique que sur le plan médiatique. Je suis très heureux d'avoir aujourd'hui l'occasion d'échanger avec vous, non seulement pour partager quelques réflexions, je vais essayer d'être court parce que le plus important c'est qu'on puisse échanger ensemble, et je viens non seulement vous parler de ce que nous essayons de faire et vous expliquer la situation telle que je l'aperçois aujourd'hui dans les institutions européennes, mais aussi, et c'est très important, écouter ce que vous aurez à nous dire avec l'équipe qui m'accompagne sur ces sujets-là, pour pouvoir garantir que notre action soit la plus ajustée possible.
Alors, je reviens très brièvement sur la question du Green Deal. Donc, vous l'avez dit, 55% de réduction des émissions de carbone à horizon 2030, mais aussi l'objectif de la neutralité carbone du continent européen à partir de 2050. Je précise tout de suite que ces chiffres me laissent toujours un peu sceptique, non pas parce que je n'y crois pas ou parce que je ne suis pas sûr que nous soyons capables d'atteindre les objectifs, c'est même pas tellement la question, et surtout que j'ai trouvé très étonnant que nous consacrions tellement d'énergie à négocier sur l'objectif. Parce qu'il faut quand même mesurer, vous l'avez tous suivi par vos activités professionnelles diverses et variées, que la Commission, le Conseil, le Parlement, la représentation de tous les chefs d'État et de gouvernement, les différents groupes parlementaires, à l'intérieur des groupes parlementaires, nous avons vécu des mois de négociations très intenses sur la question de l'objectif. Est-ce qu'il allait falloir dire 30%? Est-ce qu'il faudrait dire 90%? Est-ce qu'on allait passer à 50 ou bien à 60? À la fin, après les nuits de discussion dont les institutions européennes ont le secret, on est sorti avec ce chiffre de 55, même 57,5. Et on a vu les négociateurs des trois institutions chanter leur enthousiasme d'être arrivé à un accord. Mais tout cela ne veut strictement rien dire. Je veux dire par là qu'on aurait très bien pu s'accorder sur 150% de réduction si on voulait. Le sujet politique n'est pas l'objectif. Le sujet politique, c'est les moyens. Tout ceci m'a fait l'effet d'une sorte de négociation étrange qui aurait lieu au début du prochain quinquennat présidentiel. Et le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur avaient négocié pendant des nuits entières sur la question de savoir si on allait diminuer le nombre de crimes et délits de 50% ou de 80%. Mais on est tous d'accord pour décarboner l'énergie. La question, c'est quels sont les moyens qu'on met en œuvre. Et le vrai sujet politique commence en réalité, vous l'avez dit, le 14 juillet. Non pas seulement parce que c'est une journée qui parle à notre cœur de Français, mais aussi, c'est surtout parce que c'est ce jour-là qu'on va rentrer d'une certaine manière dans le dur de la réglementation afférente à cet objectif. Et là, pour le coup, on rentre dans le dur, on rentre dans le substantiel. Jusque-là, me semble-t-il, on n'a encore fait que spéculer sur l'importance de l'ambition qu'on se donne collectivement. Mais, si vous voulez, tout ça m'a paru un peu comme une forme d'abstraction. Quand on en était à discuter de 55 ou 57,5, qui peut penser qu'en 2030, on va atteindre exactement la cible qu'on s'est fixée? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire concrètement? Il me semble que le plus important, c'est ce qui va se discuter aujourd'hui. Donc, le 14 juillet, nous avons cette présentation de Fit for 55, le paquet législatif ou les paquets législatifs qui correspondent à ces objectifs climatiques, avec un très grand nombre de textes. Je ne vais pas tous les citer, et puis vous les suivez tous, j'en suis sûr, donc je n'ai pas grand-chose à vous apprendre de ce point de vue-là. Je dirais que les plus importants pour moi sont sans aucun doute la révision d'ETS, qui va avoir un rôle très important, l'idée que ETS devienne, à proprement parler, une ressource propre de l'Union européenne, la révision de la directive RED 3, je sais que beaucoup d'entre vous ici travaillent dans le secteur des énergies renouvelables. Nouvelle révision, c'est la troisième en moins de 5 ans, ce qui d'ailleurs est un vrai problème d'instabilité normative pour les acteurs de ce secteur, c'est très clair. Mais donc on aura cette nouvelle révision. La révision de la directive sur l'efficacité énergétique. Alors on a un très grand nombre de textes qui vont être inclus dans ce Fit for 55. Moi je voudrais, si vous voulez, sortir un peu de l'approche normative pour tenter d'évoquer la manière dont nous pourrions raisonner en termes de stratégie énergétique, parce que c'est ce qui, je pense, nous manque le plus. Aujourd'hui, l'Union européenne revient d'une certaine manière un peu à ses mauvaises habitudes. Avec Jean-Claude Juncker, la commission précédente avait pris pour règle de better legiferate, de mieux légiférer, c'est-à-dire de moins légiférer, de produire moins de ces normes qui lui ont valu, nous le savons tous, une impopularité croissante dans les sociétés européennes. Les normes européennes sont devenues l'une des occasions de la critique envers les institutions européennes. Donc la Commission avait assez sagement, à mon avis, décidé de diminuer le travail normatif pour éviter de céder à cette caricature. Mais aujourd'hui, il me semble que, notamment sur ces questions environnementales, nous sommes en train de revenir à ce défaut que nous avons tous constaté. Et en tous les cas, il me semble que
la balance n'est pas exacte entre le travail de normes, c'est-à-dire de contraintes, et l'effort de stratégie, c'est-à-dire la définition positive, affirmative de ces moyens que nous devons nous donner pour atteindre nos objectifs. Ceci est d'autant plus marquant que si nous voulons décarboner notre mix énergétique, alors il est très clair que nous allons devoir nous doter de nouveaux moyens. Il ne suffira pas de contraindre, il faudra développer. Il ne suffira pas de réglementer, il faudra investir. Et il faudra investir massivement, notamment parce que la décarbonation de notre mix énergétique va nous obliger à produire beaucoup plus en réalité, et notamment à produire beaucoup plus d'électricité. Vous le savez, mais c'est un point qui est, je crois, bien trop peu présent dans le débat public. Si nous voulons vraiment atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, il va falloir électrifier une grande partie de nos usages, ce qui veut dire augmenter considérablement la production d'électricité. Aujourd'hui, le débat public résonne comme si on pouvait passer, d'une certaine manière, comme si la transition énergétique consistait à passer d'une source d'énergie à une autre, mais à flux constant. En réalité, nous sommes devant une phase de croissance majeure. Et ceux qui parlent de décroissance ne voient pas qu'en fait, la transition énergétique qu'eux-mêmes appellent de leur vœu suppose un effort majeur de développement, de croissance et d'augmentation, notamment donc de la production électrique. C'est d'autant plus vrai si nous voulons assumer en même temps un objectif que pour ma part je crois nécessaire à tout point de vue, au point de vue politique, social, économique, démocratique, l'objectif de réindustrialisation dont, là encore, nous parlons beaucoup dans le débat public. Si nous voulons réindustrialiser notre pays, si nous voulons être capables de relocaliser une partie de la production, si nous voulons nous donner des priorités dans des filières stratégiques sur lesquelles nous devons conquérir notre autonomie, alors là encore, ça suppose une augmentation de besoins en énergie qui est corrélative à cet impératif. Et nous ne pouvons pas à la fois poursuivre le projet de la relocalisation ou de la réindustrialisation, le projet de la transition énergétique et rêver de la décroissance. Ça ne fonctionne pas. C'est une équation qui, me semble-t-il, ne tient pas. Donc nous avons besoin, là encore, de nous donner les moyens d'investir pour pouvoir augmenter notre capacité de production, et notamment, encore une fois, de production d'électricité. Et il me semble qu'aujourd'hui, eh bien, ce choix-là n'est pas assumé par l'Union européenne, malheureusement. Il n'est pas clairement assumé. Et je le vois en particulier dans le sujet majeur de la taxonomie européenne sur les énergies vertes. Vous connaissez tous le sujet, mais je reviens très brièvement sur la situation. La Commission européenne a souhaité se doter d'une sorte de grammaire commune pour l'évaluation des énergies à partir de leur qualité environnementale. Il s'agit de fixer les conditions qui ensuite détermineront les règles en matière d'aide d'État, les règles en matière d'investissement public, les règles en matière de fléchage d'investissement privé, c'est-à-dire sur quelles énergies les États auront la possibilité de flécher des investissements publics ou bien d'orienter des investissements privés par des mécanismes de défiscalisation, par exemple, qui, par principe, normalement, vous le savez, hein, dans les règles de la concurrence européenne, sont strictement contrôlées. Pour pouvoir établir cette taxonomie, pour pouvoir donc classifier les énergies en déterminant si elles sont vertes ou si elles ne le sont pas, la Commission a choisi de s'appuyer sur un groupe d'experts chargé d'une évaluation neutre et notamment dépourvue de biais technologiques entre les différentes sources d'énergie. Le choix a été fait, et ce choix me semble être contestable dans son principe, de segmenter, de séparer, de distinguer les sources d'énergie, et notamment d'évaluer séparément le nucléaire. Et là, on en arrive, Monsieur le Président, à ce qui constitue, vous le disiez, le grand malentendu aujourd'hui dans le débat européen sur la question des sources d'énergie, et notamment sur cette option nucléaire. Il est clair que l'Allemagne ayant fait le choix de sortir du nucléaire, et nous connaissons tous le poids très important de l'Allemagne dans le débat européen aujourd'hui, il est clair que l'Allemagne cherche à créer une cohérence entre ses propres choix énergétiques et la stratégie européenne.
Et il est clair que certains pays, et ce n'est pas seulement l'Allemagne, je pense à d'autres pays qui sont extrêmement militants de la cause antinucléaire au Conseil, et que certaines forces politiques qui relaient le même combat sont déterminées à exclure le nucléaire de ces options énergétiques que l'Union européenne se donne aujourd'hui. Et par conséquent, le choix qui a été fait a été de mettre le nucléaire de côté dans l'examen de ces sources d'énergie. Et je pense que nous avons fait, que la France a fait une très grande erreur en n'exigeant pas que soit rétablie cette neutralité technologique qui devait être au principe de la taxonomie. C'est-à-dire, toutes les sources d'énergie doivent être évaluées à partir de leurs impacts potentiels, à partir du principe de do no significant harm, de l'évaluation des énergies selon le risque de dommages significatifs qu'elles peuvent occasionner. Toutes les sources d'énergie doivent être soumises au même processus. Il n'y a aucune raison que certaines en soient exemptées et que d'autres, au contraire, soient traitées à part pour qu'on leur applique un examen particulier. C'est d'autant plus vrai pour le nucléaire que ce n'est pas comme si nous découvrions cette énergie. Le nucléaire est une énergie qui est pratiquée dans nos pays depuis maintenant plusieurs décennies, une énergie qui est connue. On en connaît les bienfaits, on en connaît aussi les éventuels travers, les difficultés, les problèmes qu'elle peut poser. En tous les cas, on ne la découvre pas. J'aurais été évidemment différemment affecté si, au terme d'un processus équitable et simultané, il avait été décidé de ne pas placer le nucléaire dans la taxonomie. Là, c'est un choix de principe qui a été fait de traiter le nucléaire à part, et ceci a quelque chose de très étonnant, et je crois, pour ma part, en tous les cas, d'intellectuellement indéfendable, et de politiquement indéfendable. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix ? Bien, il y a une absence de compréhension de ce qui nous attend en termes de défis, en termes de production électrique. Si nous voulons décarboner notre mix énergétique, si nous voulons faire face à l'augmentation de la production d'électricité, pour la France peut-être jusqu'à 500, on parle de 530, mais peut-être jusqu'à 700, peut-être jusqu'à 700 TWh demain, si on veut faire face à l'augmentation de nos besoins, on aura besoin de toutes les sources d'énergie, de toutes les sources d'électricité décarbonées disponibles. Je vais dire par là que il n'y a pas, dans mon esprit, de conflit entre le nucléaire et les énergies renouvelables. On a besoin des deux. On ne peut pas, de toute façon, aujourd'hui, faire l'économie d'un moyen disponible pour produire une énergie décarbonée, une électricité décarbonée dans nos pays. Et il me semble que derrière ce parti pris de la taxonomie, il y a en fait l'oubli de cette exigence fondamentale et le manque que vous décriviez de stratégie énergétique, de vision pour l'avenir. Un manque d'autant plus frappant qu'il est en complète contradiction avec les principes que nous ne cessons d'invoquer par ailleurs. Je voudrais revenir sur une expérience toute simple pour clore sur ce sujet. Il y a quelques mois, même un peu plus d'un an, c'était en novembre de mémoire, en novembre 2019, nous avons été conduits au Parlement européen à voter une résolution qui déclarait en Europe l'état d'urgence climatique. Ça a été un immense débat. Cette résolution n'avait aucune valeur législative, mais elle nous a plongé dans 3 jours de discussions interminables sur la question de savoir s'il était pertinent de déclarer l'état d'urgence climatique. C'était un vrai débat parce que dans certains pays européens, je pense par exemple à nos amis allemands, le concept d'état d'urgence rappelle de très mauvais souvenirs, parce que c'est avec ce concept d'état d'urgence que l'ordre légal a été aboli en Allemagne dans les années 30, après la prise de pouvoir d'Hitler. Et donc, beaucoup de nos collègues, à raison, alertaient sur le risque que, au nom de cet état d'urgence, nous en venions à suspendre des principes fondamentaux de notre droit, des libertés fondamentales, et le cours ordinaire de l'ordre légal. Donc, 3 jours de discussion byzantine sur la question de savoir comment nous pouvions décrire la situation actuelle. Nous avons même évoqué un compromis possible qui consistait à passer de state of urgency à state of emergency, ce qui nous posait un très grand problème pour nous Français, puisque les deux termes se traduisant par la même expression en français, on aurait été bien en peine d'expliquer à nos concitoyens pourquoi on avait passé 3 jours à discuter sur la question de savoir s'il fallait voter sur état d'urgence ou état d'urgence. Mais bon, à la fin, nous avons voté ce texte. Après tout, pourquoi pas, c'est vrai que nous sommes devant une urgence et nous devons y faire face. Le lendemain,
les mêmes, et notamment le groupe écologiste qui avait proposé cette résolution, proposait de voter sur un autre texte qui affirmait la nécessité de fermer le plus rapidement possible, to phase out as soon as possible, toutes les centrales nucléaires en Europe. Et là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je veux dire par là, je ne dis pas que le nucléaire soit forcément l'option énergétique de l'avenir, je ne dis pas que ce soit une énergie sans aucun défaut, je ne dis pas qu'il faille arrêter la recherche, certainement nous avons d'autres sources d'énergie à trouver qui permettent d'atteindre une électricité décarbonée sans avoir les inconvénients réels que le nucléaire comporte avec lui. Mais enfin, si nous sommes dans un état d'urgence climatique, alors nous n'allons pas commencer à nous défaire des moyens qui sont aujourd'hui disponibles pour nous permettre de produire cette énergie décarbonée dont nous avons un besoin, par définition, urgent. Et là, il y a une contradiction qui se retrouve absolument dans le processus actuel sur la taxonomie et qui me paraît en réalité fragiliser structurellement les ambitions que l'Union européenne se donne en matière de décarbonation. Et en disant cela, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut choisir le nucléaire contre d'autres options d'énergie décarbonée. Ce qui est absolument certain, c'est que nous avons à faire face à un défi majeur qui est l'augmentation de la production d'électricité décarbonée en Europe. Et ce qui me semble dans cette situation nécessaire, c'est de se donner tous les moyens possibles pour y parvenir. J'ajoute que le sujet est maintenant. Il n'est pas seulement maintenant, en fait, il est déjà hier. C'est-à-dire que nous avons aussi un immense défi, non seulement pour produire plus d'énergie renouvelable, mais nous avons un immense défi en France, par exemple, pour maintenir notre parc nucléaire, pour le renouveler, et que ça se passe aujourd'hui. Il faut du temps pour y parvenir, et derrière tous ces débats, malheureusement, nous retardons le temps de l'action qui est pourtant si nécessaire. C'est le premier point stratégique le premier point sur lequel je voulais revenir, en sortant encore une fois d'une approche purement contrainte pour en venir à la question de la stratégie, de l'investissement, de la manière dont nous allons dessiner nos options d'investissement pour l'avenir. Le deuxième point que je voulais évoquer brièvement, c'est, et là encore ce sera un point un peu critique sur la nature de nos débats aujourd'hui dans les institutions européennes, c'est la question de notre relation avec le reste du monde. Ce qui me frappe beaucoup dans le Green Deal, ce qui me frappe dans Fit for 55, c'est qu'au fond, nous raisonnons bien souvent comme si l'urgence de la décarbonation était une urgence européenne. Ou plus exactement, comme si le climat serait sauvé le jour où nous aurions fixé aux Européens des règles encore plus contraignantes qu'aujourd'hui. La vérité, c'est que les Européens assument aujourd'hui les règles déjà les plus exigeantes au monde en matière de décarbonation. La vérité, c'est qu'un pays comme le nôtre, par exemple, a aujourd'hui le point de PIB le plus décarboné d'Europe et sans aucun doute l'un des plus décarbonés du monde. Et le sujet majeur pour nous aujourd'hui, me semble-t-il, ça n'est donc pas seulement de faire le pas supplémentaire vers la décarbonation, mais c'est d'abord et avant tout, et ce devrait être notre première urgence, d'entraîner avec nous le reste du monde. La décarbonation française, la baisse des émissions au cours des 30 dernières années, a été pour plus de la moitié due à la délocalisation de la production. Il est parfaitement clair que, au fond, si nous continuons dans cette voie, nous allons continuer dans cette logique absurde qui consiste à diminuer nos émissions de carbone, mais à augmenter notre empreinte carbone. Parce que, en fait, nous transférons, et vous savez cela bien mieux que moi, évidemment, je ne vous apprends rien, vous connaissez tous ces sujets par cœur, mais ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est que, en créant un environnement de plus en plus contraignant, tout en maintenant ouverts nos marchés, nous ne faisons rien d'autre que faire produire par le reste du monde ce que nous n'avons plus les moyens de produire de manière compétitive sur le territoire européen. Et donc, en fait, notre politique européenne ne consiste pas aujourd'hui à décarboner notre énergie, elle ne consiste pas en réalité à résoudre le problème climatique. Son principal effet, c'est d'abord de fragiliser notre économie en offrant un avantage compétitif à des modèles de production qui sont exactement ceux que nous prétendons décourager sur le sol européen. L'immense paradoxe devant lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc le sujet, c'est comment entraîner le reste du monde avec nous. Alors évidemment, il y a un dialogue international, il y a les grands-messes des COP, il y a les négociations mondiales. Nous voyons parfaitement que les déclarations d'intention ne suffiront pas à réussir dans ce défi. Il me semble que de ce point de vue-là, le marché européen peut être un atout exceptionnel, peut être un levier majeur
pour pouvoir réussir ce défi global. Et que d'ailleurs, en un sens, j'en suis convaincu, l'Union européenne, l'idée européenne, peut retrouver une signification aux yeux de nos concitoyens si justement nous expliquons que ce marché, qui aujourd'hui est la cible facile des acteurs tiers, et donc l'un des noms de la concurrence déloyale qui est imposée par nos propres règles, par l'incohérence plus exactement, entre notre politique interne sur le marché unique, entre notre politique énergétique, notre politique environnementale, notre politique sociale et notre politique commerciale. L'incohérence entre les politiques intérieures et la politique commerciale produit cette concurrence déloyale qui désespère évidemment tous ceux qui produisent en Europe. Et comment ça pourrait ne pas être autrement? Je suis certain qu'ici, vous avez tous 15 exemples à me raconter de situations dans lesquelles vous avez le sentiment de ne pas être à armes égales face à des compétiteurs étrangers. Et pourtant d'être placé par les règles européennes dans une situation de concurrence immédiate qui ne peut que vous fragiliser. Je suis sûr que tout cela a contribué à fragiliser l'idée européenne chez nos concitoyens et que nous pouvons contribuer à lui redonner sa signification si nous racontons comment le marché européen peut être un levier pour parvenir à entraîner le monde dans cette réponse dont nous avons globalement et collectivement besoin au défi environnemental, climatique, mais pas seulement climatique, au défi environnemental au sens large. Encore une fois, les COP n'y suffiront pas. Les déclarations d'intention n'y suffiront pas. En revanche, si demain nous disons à nos partenaires commerciaux américains, chinois, si nous leur disons nous voulons bien échanger avec vous, mais à condition de respecter quelques règles fondamentales en matière de production qui sont celles que nous appliquons à nos propres producteurs, alors nous recréons un environnement concurrentiel loyal pour les acteurs européens et simultanément nous créons cet effet de levier qui fait que les pays tiers auront un intérêt immédiat à être entraînés avec nous dans cet effort environnemental. Et ça, pour le coup, c'est, je crois, le point le plus intéressant dans la transition qui est en cours aujourd'hui. Il faut aussi se réjouir du positif. Le point positif, c'est que la Commission a enfin inscrit à son agenda le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, que pour ma part j'avais défendu avec notre équipe tout au long de la campagne européenne. Ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui fera partie du paquet Fit for 55 et qui doit, à mon avis, rentrer en application dès que nous le pourrons. Ça veut dire que le rythme européen est toujours assez lent, mais en tout cas, il faut qu'on puisse pousser fortement cet agenda parce que, encore une fois, c'est très simple. Si on se donne à nous-mêmes de nouvelles règles pour décarboner notre énergie et qu'on maintient ouvert notre marché, par définition, on ne peut que continuer de se fragiliser dans la compétition mondiale. Donc, il faut que tout aille ensemble, mais il faut par définition qu'on arrive à cette situation où, à travers le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on va remettre en cohérence, d'une certaine manière, la relation commerciale du marché intérieur avec le reste du monde, avec les politiques que nous développons, que nous déployons sur le plan européen. Voilà quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Pardon, j'ai été beaucoup plus long que je ne le prévoyais. Beaucoup trop long, sans doute, mais maintenant, le plus important, c'est qu'on puisse partir de vos questions, de vos réflexions. Et donc, je vous laisse la parole. Merci encore, en tous les cas. Merci beaucoup, monsieur le député. C'est extrêmement intéressant. Il y aurait beaucoup à dire. Alors, évidemment, le mécanisme d'ajustement aux frontières, c'est là que ça va être compliqué. Parce que l'Europe a déjà essayé, c'était avec l'aviation. Il y avait une commissaire au climat qui s'appelait Connie Hedegaard, et elle avait voulu que tous les avions qui survolent l'Europe soient assujettis à une taxe, disons. Et du coup, tous les avions sont passés par Dubaï. Alors donc, du coup, l'Europe est revenue en arrière. Donc c'est pas si facile, quoi, hein. Et déjà, l'Inde a averti en disant l'ajustement aux frontières, c'est totalement injuste. Et c'est totalement injuste parce que nous sommes un pays en voie de développement et donc les contraintes, nous imposer les mêmes contraintes que les pays développés qui sont responsables du changement climatique, enfin, etc. Tout ça, ça va être compliqué. Mais sans doute, cette idée quand même de faire du marché lui-même le levier est une idée extrêmement intéressante et très forte, et donc il va falloir travailler à cela. Il y a quand même un exemple où ça fonctionne assez bien, et pour nous, c'est l'exemple d'une politique sans doute qu'il faut suivre, c'est celle qui concerne les automobiles. Là, pour le coup, il n'y a pas eu d'hésitation. Ça a été des normes, donc des contraintes extrêmement fortes,
l'industrie automobile investit des sommes considérables pour avoir des gammes de véhicules électriques. Il y a une espèce de révolution derrière, puisqu'il va falloir habituer tous les automobilistes à aller se charger en électricité et pas en essence, etc. Tout ça, c'est très compliqué. Il y aura les batteries, et on voit bien c'est des investissements considérables. Mais du coup, tout le monde se met à suivre les normes européennes. Ah, alors là, c'est intéressant parce que c'est le soft power européen. Donc là, ça fonctionne quand même, pour l'instant, semble-t-il. En revanche, pour le reste, ça ne va pas du tout, puisque nous, ici, à Équilibre des énergies, nous pensons que l'Europe se trompe. Vous avez raison sur l'histoire sur la nécessité de produire de l'énergie pour décarboner. Et malheureusement, l'Europe est sur le principe de Energy Efficiency First. Donc, faisons des économies d'énergie et c'est comme ça qu'on y arrivera. Et nous pensons que le principe, c'est pas Energy Efficiency First, c'est Emission Reduction First. C'est d'abord le principe d'efficacité climatique par rapport à l'efficacité énergétique. Mais cette bataille, nous comptons beaucoup sur vous, monsieur le député, vous nous aidez à la mener pour convaincre l'Europe que c'est ça, que c'est l'efficacité climatique qui doit être première. Donc, pour l'instant, la question de l'ajustement aux frontières est liée à la question du prix du carbone. Donc, c'est l'ETS. Ça va être l'ETS qui sera le mécanisme d'ajustement aux frontières. Est-ce qu'il y a sur le prix du carbone une réflexion commune européenne hors de l'ETS? Par exemple, on nous dit qu'on veut élargir l'ETS aux bâtiments, au transport, etc. Est-ce que là-dessus, il y a une unanimité au Parlement? Alors, il n'y a pas d'unanimité. Il n'y a clairement pas d'unanimité, même sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Et encore une fois, c'est un débat difficile. Et c'est un débat difficile, d'ailleurs, j'allais dire spécifiquement pour nous, Français. Pour une raison très simple. C'est que nous sommes déficitaires commercialement depuis des années. Ce qui représente d'ailleurs un très grand problème dont on parle trop peu, à mon avis, pour le modèle économique et le modèle social français. Nous sommes déficitaires commercialement. C'est-à-dire que, en réalité, il est très logique qu'un certain nombre de nos partenaires européens, qui eux sont excédentaires commercialement, perçoivent notre mobilisation en faveur du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières comme un réflexe protectionniste. C'est tout à fait logique. Nous ne sommes pas crédibles. Nous avons un problème, en tous les cas, de légitimité pour défendre ce principe. Parce que nous sommes nécessairement regardés comme comment dire, nous sommes aujourd'hui un pays qui est regardé comme n'étant plus capable d'exporter et qui donc cherche un peu à se mettre à l'écart du vaste monde pour se protéger de ses propres insuffisances, de son incapacité à se réformer, de son modèle archaïque, obsolète et inefficace. Et il est très logique que des pays qui, eux, n'ont aucun intérêt à créer de la friction à la frontière du marché intérieur, il est très logique qu'ils ne veuillent pas nous suivre dans cette voie. Aujourd'hui, la chance que nous avons, c'est que la Commission européenne a mis ce mécanisme d'ajustement carbone à son agenda. Et donc, ça peut fonctionner à partir du moment où ça fait partie maintenant de l'agenda de la Commission. Et c'est d'ailleurs une présidente de commission allemande du PPE, ce qui n'est pas neutre, qui a décidé de se donner cet objectif. Alors maintenant, comment est-ce que ça peut fonctionner? Bien sûr que des pays tiers vont nous dire que ça n'est pas juste, bien sûr que ça va nous être vivement reproché. Raison pour laquelle il est fondamental que nous construisions un mécanisme qui soit compatible avec les règles de l'OMC. L'OMC a déjà indiqué que c'était possible. On a des débats devant nous qui sont compliqués, on peut se le dire tout de suite. Par exemple, sur la question de la fin des allocations gratuites, c'est une question extrêmement difficile, mais il est certain que nous avons un choix à faire fondamentalement. Soit nous voulons garder des quotas gratuits sur le système ETS pour les industries électro-intensives, et dans ce cas, nous n'aurons pas le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, soit nous choisissons de construire ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, pour lequel, à mon avis, notre industrie a un intérêt plus fort si nous parvenons à le mettre en place d'une manière efficace. Et dans ce cas, il faudra progressivement sortir en partie de la logique des quotas gratuits.
ça suppose, à mon avis, toute la clé se trouve dans la manière d'organiser la transition et de garantir que nous n'aurons pas le pire des deux options, c'est-à-dire la fin des quotas gratuits et pas de mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou alors un mécanisme absolument pas substantiel. Mais alors là, pour le coup, on serait dans une situation désastreuse. Donc toute la clé, ça va être de sécuriser cette transition. Mais fondamentalement, en tous les cas, on peut avancer aujourd'hui sur ce sujet-là. Il y a des obstacles, il y a des difficultés, il y aura des débats. Beaucoup d'ailleurs au sein de mon groupe politique, j'ai pas peur de le dire, sont encore très hostiles à ce principe. Mais malgré tout, je pense que nous avons une chance d'y parvenir. Et je pense que l'exemple qui est pertinent pour comprendre l'impact que peut avoir ce mécanisme, si je puis me permettre, Monsieur le Président, c'est plus celui de l'industrie automobile que celui de l'aviation. Parce que dans l'aviation, vous pouvez contourner. Mais aucun acteur économique mondial, aucun acteur économique de rang mondial ne peut se passer du marché européen, ne peut contourner le marché européen, c'est impossible. Si vous produisez des voitures, vous ne pouvez pas dire par principe, oh, tant pis pour le marché européen, je n'irai pas vendre mes voitures là-bas. Et c'est là où le marché européen peut être un levier formidable, et c'est là où on peut redonner du sens à l'idée européenne à partir de là. Parce qu'un pays tout seul, la France par exemple, risquerait vraiment de se mettre à l'écart de l'économie mondiale si elle devait gérer seule son marché et prendre seule ce type de décision. Mais l'Union européenne a construit ce marché unique qui est sans aucun doute sa plus grande réalisation. 550 millions de consommateurs, la plus grande profondeur de marché du monde. Je veux dire, aucune économie mondiale ne peut se passer du marché européen. C'est impossible. Impossible. C'est aujourd'hui le cas. Je veux dire par là qu'on a intérêt à utiliser ce levier maintenant, qu'on a la possibilité d'en tirer le maximum d'effets. Ce ne sera pas forcément le cas dans les mêmes proportions dans 20 ans, dans 30 ans. Si nous ne réagissons pas aujourd'hui, et si nous nous trouvons progressivement satellisés par d'autres acteurs mondiaux, nous n'aurons plus la même capacité normative. Mais aujourd'hui, nous sommes capables de fixer les standards, et vous le disiez sur la question de l'automobile, on pourrait parler de la question du numérique, enfin, sur certains domaines. Aujourd'hui, l'Union européenne a une capacité de définition des standards dans un monde où la compétition est importante sur ce terrain-là en particulier. On se plaint souvent que l'Europe crée des normes, je le disais tout à l'heure, mais sur certains aspects, c'est aussi un atout géopolitique majeur. Et il me semble qu'il faut en tirer le meilleur, non pas pour compliquer encore la vie de ceux qui produisent en Europe, mais au contraire pour recréer un équilibre avec ceux qui produisent à l'extérieur. Et nous avons au fond un discours très facile à leur tenir, c'est-à-dire nous ne cherchons pas à créer des règles supplémentaires pour ceux qui veulent importer en Europe par rapport à ceux qui produisent en Europe, nous cherchons juste à les mettre à niveau. On a quand même le droit de se donner les moyens d'une compétition loyale. Et il me semble que ça n'est pas aberrant. Et il me semble que d'ailleurs c'est ce que l'Union européenne doit faire d'urgence, au-delà de la question qui nous occupe aujourd'hui de la décarbonation. Comment peut-on expliquer à un citoyen en France que les marchés publics français sont ouverts à 90% à la concurrence mondiale, que par conséquent une entreprise chinoise peut prendre un marché public en France, à 90% des cas ces marchés publics sont ouverts, alors que les marchés publics américains sont ouverts à 30% et que les marchés publics chinois sont ouverts à 0%. C'est là un scandale politique qui contribue à la fragilisation de l'Union européenne. Nous ne demandons pas des conditions exorbitantes, nous demandons juste, et ce sera vrai aussi en matière environnementale, en matière de décarbonation, nous demandons juste le terrain plat. Nous demandons juste les conditions d'une compétition loyale. Ça me paraît un discours que nous pouvons tenir raisonnablement à nos partenaires commerciaux en Inde, en Chine, aux États-Unis. Et de toute façon, encore une fois, si l'Europe veut, eh bien, elle le pourra, parce qu'elle a les moyens de construire ce rapport de force. Le drame aujourd'hui, c'est pas que nous n'avons pas les outils du rapport de force, c'est que nous ne les utilisons pas. Et que nous ne voyons pas que le monde autour de nous est de plus en plus d'ailleurs traversé par ces rapports de force. Nous n'avons aucun intérêt à construire une guerre commerciale, bien sûr, c'est pas du tout notre intention. Personne n'y a intérêt d'ailleurs, et je pense que nos partenaires en sont très conscients aussi. En revanche, nous avons tout à fait intérêt à reconnaître que la première responsabilité des politiques, c'est de défendre loyalement les intérêts de ceux qui le représentent. C'est ce que font les gouvernants chinois, c'est ce que font les gouvernants indiens, c'est ce que font les gouvernants américains. Il n'y a aucune raison que les Européens soient les seuls qui ne reconnaissent pas qu'ils ont des intérêts à défendre et que leur politique commerciale est l'expression aussi de leurs intérêts, de leurs principes, de leurs objectifs. Si la décarbonation en fait partie, alors nous devons mettre notre politique commerciale en accord avec cet impératif. La question de la transition énergétique, en fait, elle se pose pour beaucoup d'Européens en termes de fermeture
de centrales alimentées par des énergies fossiles, le gaz ou le charbon, vers des productions d'énergie décarbonées. En France, on est dans une situation un peu différente parce que, en réalité, je le redis, nous avons aujourd'hui le mix énergétique le plus décarboné d'Europe. Je ne sais pas si vous utilisez tous ici, j'imagine, l'Electricity Map, c'est une application fascinante. Moi, je m'en sers tous les 3 jours pour faire des démonstrations à mes collègues européens, quelles que soient les conditions météorologiques, et en particulier dans les périodes que nous avons connues tout récemment, dans lesquelles on avait par exemple des vents très faibles sur toute l'Europe. On voit très bien, au fond, comment se construit le mix énergétique européen, ou comment se construisent les mix énergétiques européens en termes d'intensité carbone. Donc, au fond, nous sommes en France dans une situation un peu particulière, et d'ailleurs, ça crée aussi une espèce d'injustice que j'essaye de faire comprendre en Europe, c'est que la décarbonation, ça ne coûte pas le même prix selon les étapes du chemin où vous êtes arrivé. Les premiers pas sont beaucoup moins coûteux que les derniers. Les premiers pourcentages sont beaucoup moins difficiles à atteindre que les derniers pourcentages. La décarbonation de la fin du mix énergétique français qui nous reste à décarboner est beaucoup plus coûteux, beaucoup plus compliqué à atteindre que le fait de fermer des centrales à charbon pour les remplacer par d'autres options disponibles. Donc le premier point, c'est qu'on a effectivement, de ce point de vue-là, des décarbonations en Europe qui ne sont pas du tout identiques. Et l'un des sujets compliqués, d'ailleurs, c'est la divergence de nos modèles, qui, vous le disiez, Monsieur le Président, rend le débat difficile. C'est le premier point que je voulais évoquer. Et puis sur la question de comment remplacer l'énergie fossile qui est aujourd'hui encore au cœur du mix énergétique de plusieurs pays européens, je pense à la Pologne par exemple, enfin on peut aussi citer le cas de l'Allemagne qui a inauguré il y a 1 an en grande pompe une nouvelle centrale à charbon. Donc le sujet du remplacement, là encore je le redis, je crois qu'il est global. Les énergies renouvelables peuvent y contribuer bien sûr, mais, et même d'ailleurs elles doivent y contribuer parce qu'on a besoin de toute façon de produire plus d'électricité, donc on a besoin aussi de cette source supplémentaire, mais je ne crois pas qu'il faille encore une fois opposer des sources d'énergie décarbonées aux autres. On a besoin de toutes dans le mix énergétique européen aujourd'hui. Rappelons d'ailleurs que les États membres sont souverains en termes de décision sur leur mix énergétique, donc il faut qu'on puisse leur garantir toute la palette d'options disponibles en termes de solutions décarbonées. Une chose est sûre, il n'y a pas de décarbonation de l'énergie, et donc il n'y a pas de réponse à la question climatique si on n'inclut pas aussi le nucléaire. C'est très certain. Je veux dire par là que on ne peut pas considérer que parce qu'il faut faire du nucléaire, on doit arrêter complètement les énergies renouvelables, ce serait absurde. On ne peut pas non plus considérer que parce qu'on a les énergies renouvelables, on peut se passer du nucléaire. Vous l'avez dit, les énergies renouvelables posent le problème de l'intermittence, et ce problème de l'intermittence, il est d'autant plus difficile à traiter, il est d'autant plus coûteux d'ailleurs, que la part des renouvelables dans le mix énergétique est forte. Et donc, on a forcément besoin d'un mix global. Et dans ce mix global, le GIEC lui-même le dit, hein, encore une fois, il me semble qu'il n'y a pas de solution à la question de la décarbonation si on ne s'appuie pas, en tous les cas dans la période qui s'ouvre pour nous pour les 50 prochaines années, si on ne s'appuie pas aussi sur l'outil nucléaire. Alors, vous avez raison, ce que je dis, hein, encore une fois, je le rappelle parce que c'est vrai que le Parlement européen, lui aussi, a parfois tendance à l'oublier, le mix énergétique est de toute façon une compétence des États membres. L'Union européenne n'a pas de compétence pour définir elle-même le mix énergétique. Ce que nous faisons typiquement, par exemple, avec la taxonomie, c'est que nous créons le cadre réglementaire global à l'intérieur duquel les États membres viendront construire leur propre stratégie énergétique. Personne n'obligera jamais un État membre qui ne le veut pas, par exemple, à adopter le nucléaire. Personne. Oui. En revanche, oui. Cette question est très importante, monsieur le député. Excusez-moi de vous interrompre. En effet, il n'y a pas ce n'est pas l'Europe qui définit le mix énergétique, mais c'est la politique climatique de l'Europe qui va contraindre considérablement le mix, puisqu'elle oblige à avoir un certain volume, enfin un certain pourcentage de renouvelables, etc. etc. Donc la politique climatique se substitue presque, j'allais dire, à la politique énergétique. Vous avez complètement raison, ça permet effectivement de toucher du doigt ce que la question qui est posée évoque. C'est
Le risque, c'est pour ça que je disais que le Parlement européen oublie souvent ce principe, le risque c'est que nous prétendions, avec un cadre réglementaire, que nous prétendions définir nous-mêmes ce qui ne ressort pas de la compétence européenne. Tout ce que nous devons faire, c'est créer le cadre global dans lequel des États pourront ensuite arbitrer. Si la contrainte est trop forte et qu'il n'y a plus d'arbitrage possible de la part des États et que de toute façon tout est d'une certaine manière déjà fixé d'avance, alors de fait nous avons un vrai problème en termes de respect des traités, en termes de respect des compétences nationales. Et donc je crois que la question qui est posée est très juste. La vérité c'est que nous avons besoin de garantir la possibilité d'une approche locale. Alors, est-ce que local, ça veut dire régional? Tous les pays européens ne sont pas structurés de la même manière en termes d'organisation administrative. En tous les cas, le point qui est absolument certain, c'est que nous devons pouvoir respecter, non seulement parce que c'est l'esprit et la lettre des traités, mais aussi parce que c'est la condition de l'efficacité finale. Je pense que ce serait une très mauvaise idée que à Bruxelles, on prétende décider de la manière dont doit s'organiser le mix énergétique dans toute l'Europe. La vérité, c'est que les situations sont aussi totalement différentes selon les points de départ des États membres respectifs et puis selon leur climat, leur contexte, leur structuration industrielle, leur type de production, la physionomie de leur société, leur situation géographique. Tout ça, évidemment, détermine ce qui est le plus pertinent pour atteindre un objectif qui évidemment nous est commun, mais qui doit se décliner d'une manière à chaque fois locale pour reprendre le terme de la question privée. Alors, oui, il y a beaucoup de sujets à évoquer. On n'a pas parlé de la question d'EDF, mais qui me paraît aussi un peu, comment dire, elle est évidemment liée à ce que nous évoquons, mais je ne crois pas que le mix énergétique français soit critiqué en tant que tel. D'ailleurs, il est difficilement critiquable en fait. En revanche, ce qui est critiqué dans EDF, c'est, au regard de la Direction générale de la concurrence et des règles de la concurrence européenne, c'est la structuration d'une entreprise qui est encore perçue comme en situation de quasi-monopole, malgré la reine, dont tout le monde voit très bien qu'en fait, elle n'est pas une solution satisfaisante à aucun point de vue pour répondre aux exigences concurrentielle que fixe l'Union européenne. Mais c'est un autre sujet, on y reviendra peut-être. Sur la question de l'hydrogène, je n'avais pas encore entendu le concept d'hydrogénomania, mais je le reprendrai assez volontiers à mon compte. Il y a effectivement aujourd'hui une passion pour l'hydrogène, alors qui me paraît, comment dire, qui moi me laisse assez sceptique. D'abord parce qu'elle fait complètement l'impasse sur les modalités de production de l'hydrogène. Enfin, je pense que l'hydrogène peut être pertinent pour certains types d'usages, par exemple pour les transports. Enfin, on peut espérer beaucoup de l'hydrogène sur la décarbonation de certains types de consommation énergétique, c'est indéniable. En revanche, l'idée que l'hydrogène puisse être produit à partir d'électricité pour redevenir de l'électricité implique en réalité des déperditions considérables d'énergie et on voit très bien que finalement ce débat sur l'hydrogène, ou plus exactement cette absence de débat, cette espèce de passion actuelle pour le sujet hydrogène, en réalité fait l'impasse de manière assez structurante sur les conditions de production de l'hydrogène et donc en fait sur le mix électrique. On en revient toujours là, hein. C'est-à-dire que là aussi, si on veut vraiment produire de l'hydrogène vert et remplacer l'hydrogène gris qu'on produit aujourd'hui, si on veut en produire beaucoup plus, par définition, il va falloir produire plus d'électricité. On revient d'une certaine manière à notre point de départ. Pourquoi cette passion pour l'hydrogène ? Parce que, à mon avis, pour deux raisons. D'abord parce que c'est une occasion d'une certaine manière de détourner le débat vers un sujet qui apparaît comme consensuel. C'est-à-dire pour ne pas traiter la question du mix énergétique, on se focalise sur ce qui apparaît comme une solution miracle et qu'on décline à toutes les lignes de nos résolutions parlementaires. Et d'une certaine manière, c'est confortable pour tout le monde, parce que ça nous évite de parler des sujets qui fâchent. Puis la deuxième raison, c'est que, on évoquait la situation de l'Allemagne. Moi, je vois aujourd'hui, par exemple, qu'il y a une convergence évidente entre ceux qui, aujourd'hui, cherchent
à défendre, on n'en a pas parlé, pardon, c'est un sujet que je n'ai pas évoqué, mais il y en aurait tellement, ceux qui cherchent à défendre la place du gaz dans le mix énergétique européen, y compris par exemple dans la taxonomie. On pourrait se retrouver dans une situation où la taxonomie exclurait le nucléaire et inclurait le gaz, ce qui serait quand même très particulier, chacun en conviendra. Donc on a aujourd'hui ce débat sur la pertinence du gaz, sur la pertinence par conséquent du développement d'infrastructures gazières, et ce que nous disent beaucoup de ceux qui se font les avocats de l'investissement dans les infrastructures gazières, c'est que en réalité, il ne faut pas s'inquiéter, ça servira pour l'hydrogène. Donc c'est, à mon avis d'ailleurs, un point qui est industriellement très contestable, mais c'est un argument qui est facilement exploitable de la part de ceux qui cherchent à défendre la nécessité de ces investissements. Et je pense que cette hydrogénomania, je reprends volontiers l'expression, malheureusement nous conduit à un certain nombre d'impasses de ce point de vue-là. Alors c'est une question très importante. Heureusement que les questions sont là pour compléter le propos, parce qu'effectivement, ça aurait été vraiment un très grand problème qu'on n'aborde pas cette question de la précarité énergétique. Et je suis très reconnaissant d'ailleurs à l'Institut Jacques Delors de travailler de manière approfondie sur ce sujet. Je l'ai évoqué de manière elliptique dans mon introduction en disant que la question de l'énergie était au cœur de la question de notre modèle social. Et on voit très bien que les décisions que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir un impact social catastrophique si nous ne les maîtrisons pas correctement. Aujourd'hui, la précarité énergétique est déjà un sujet pour des millions de personnes en Europe et en France tout particulièrement. Et si, là encore, je reviens toujours au même point, si nous ne réfléchissons pas en termes de stratégie, en termes d'augmentation de la production, de la disponibilité de l'énergie, si nous ne passons que par une approche purement normative qui va créer de la contrainte supplémentaire sans augmenter la disponibilité de l'énergie, alors par définition, nous aurons une augmentation majeure des coûts, et cette augmentation des coûts aura un impact social dévastateur. On a tous en tête le fait que la crise des Gilets jaunes est née d'un sujet d'énergie, en l'occurrence de l'augmentation d'une taxe sur le carburant. Si demain le coût de l'électricité devait augmenter d'une manière très substantielle, et ce serait le cas évidemment si on devait par exemple ne pas pouvoir s'appuyer sur notre capacité de production nucléaire parce que cette capacité de production nous permet aujourd'hui de compter sur une énergie qui est décarbonée mais qui est aussi disponible sans intermittence et qui est aussi disponible à un coût relativement faible eu égard à d'autres options concurrentes, il est très clair que si on ne fait pas avec cette option-là, eh bien on va là aussi dans le mur sur le plan social. On se retrouvera devant une situation qui sera extrêmement, extrêmement difficile. Et le grand paradoxe, c'est que du coup on nous dira, eh bien il faut augmenter encore les politiques sociales pour venir lutter contre la précarité énergétique. Ces politiques sociales seront par conséquent des facteurs de coût en termes de politique publique et donc vont accroître encore la pression sur la production en Europe et donc contribuer encore au déséquilibre global qui lui-même alimente la crise sociale, au déséquilibre global de la compétition mondiale qui lui-même augmente à la fin la crise sociale. Donc on se retrouve devant le risque d'une spirale très dangereuse sur le plan économique, mais aussi sur le plan social, et c'est donc un sujet majeur. Et donc pour moi, la meilleure manière de lutter contre la précarité énergétique, c'est, évidemment, il faut des politiques sociales adaptées pour venir en aide aux plus défavorisés, aux ménages les plus modestes, mais il est aussi fondamental que nous raisonnions, non seulement en termes de politique sociale en aval, mais en termes de sources de production en amont, qui garantiront que demain, nous pourrons continuer de nous appuyer sur une énergie qui soit disponible et qui soit disponible à un coût très compétitif. Et ça doit faire partie de la réflexion globale. Sinon, le risque, c'est qu'encore une fois, dans Fit for 55, on ait une forme de risque majeur social pour les années qui viendront dans la définition de ces réglementations. Et je pense en particulier à la question de l'efficacité énergétique. Je partage, mais alors, Monsieur le Président, entièrement votre point de vue, inutile de le dire, on a déjà eu l'occasion d'échanger sur cette question, et je partage entièrement votre point de vue sur le fait que c'est une illusion de croire que c'est seulement avec des mesures d'efficacité énergétique qu'on va résoudre la question qui est devant nous aujourd'hui, et c'est vrai aussi d'ailleurs, c'est vrai d'un point de vue
d'un point de vue empirique, industriel et énergétique, mais c'est vrai aussi d'un point de vue économique et social. Parce que si on se concentre uniquement sur ces mesures-là, on va créer une contrainte budgétaire qui va être majeure pour les ménages, en termes notamment d'immobilier. Et donc ça, c'est un vrai danger. J'ai été très frappé, il y a 3 semaines, je crois, il y avait un numéro de The Economist, le journal britannique, référence, disons, économique, qui disait, dans les 20 dernières années, il y a eu 30 compagnies mondiales, 30 firmes mondiales qui se sont créées. Une vingtaine aux États-Unis, une dizaine en Chine, en Europe, aucune. Aucune. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas pour l'Europe une révision à avoir sur le fait qu'on autorise la création de champions, que Siemens et Alstom aient le droit de travailler ensemble, qu'on arrête de vouloir démanteler EDF à tout bout de champ? Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un réveil politique, pas simplement un marché, mais aussi des producteurs? Je partage là aussi totalement. Je pense que le grand problème de l'Union européenne, c'est que la matrice de l'Union européenne, ça a été le marché intérieur, c'est très clair. On le lui reproche beaucoup. Il faut être malgré tout loyal dans notre critique. Il ne s'agissait pas seulement de construire une politique commerciale, il s'agissait à travers cette politique, à travers la construction d'un marché, d'accomplir un projet politique. C'était un projet politique. On a tous appris dans nos cours d'histoire que l'Union européenne était née avec la communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est-à-dire avec l'idée que l'intégration économique dans un marché commun était le moyen d'empêcher les conflits à venir. Et donc, il s'agissait vraiment d'un projet politique, mais d'un projet politique dont l'outil fondamental était la construction d'un marché. Et donc, l'Union européenne s'est construite sur le projet d'un marché unique. Très bien. Mais du coup, elle s'est construite sur l'acteur principal d'un marché, c'est-à-dire la figure du consommateur, et on a construit la politique européenne pour le consommateur européen. Le problème, c'est qu'on a oublié que le consommateur était aussi un producteur, que c'était aussi un travailleur, que c'était aussi un citoyen, et que, en réalité, en ne servant que le consommateur, typiquement dans notre politique de la concurrence, on avait lésé de toute évidence le producteur, le travailleur, le citoyen. Donc aujourd'hui, il faut qu'on arrive à sortir de là. Alors, moi, comment dire, je serais moins favorable à une transformation radicale de notre politique de la concurrence, qui est en elle-même assez saine, que, encore une fois, à la mise en cohérence de cette politique de la concurrence avec la politique commerciale. Pour moi, le sujet, par exemple, Alstom Siemens, très intéressant. Le sujet n'était pas forcément d'autoriser la création d'un champion européen. Et parce que vous auriez eu Alstom Siemens, moi j'ai été adjoint au maire pendant 12 ans, vous le disiez, quand vous êtes dans une collectivité locale, si vous avez un seul acteur européen auquel parler, vous êtes dans une situation un peu compliquée en termes de compétitivité, en termes de concurrence, en termes de coûts par exemple, en termes de relations commerciales. En revanche, le vrai problème, c'est que si vous refusez qu'Alstom et Siemens se fondent pour créer un champion européen, si vous leur refusez de bénéficier d'aides d'État parce que vous voulez que ces acteurs économiques puissent être dans une situation de concurrence loyale, dans ce cas, vous ne devez pas autoriser CRRT, le chinois, qui fait le même métier, à venir prendre des marchés en Europe. Parce que pour le coup, il est dans une situation de monopole dans son état de départ, et que lui, il est dans une situation de financement public qui crée par définition une concurrence déloyale. Donc, le sujet, en fait, n'est pas forcément de transformer notre politique de la concurrence, mais c'est plutôt de la mettre en cohérence, de mettre notre politique commerciale en accord avec notre politique de la concurrence, comme notre politique environnementale, comme... Et pour moi, en fait, c'est probablement la meilleure option, parce que si on avait autorisé Alstom et Siemens à fusionner, qu'est-ce que les collectivités locales auraient fait quand elles auraient dû construire des trains? Elles auraient été chercher de la concurrence. Elles auraient été les chercher là où elles se trouveraient. Et donc, typiquement, en Chine. Parce que vous avez besoin de concurrence pour garantir qu'à la fin, vous n'allez pas vous retrouver dans une situation trop défavorable à l'égard de celui qui serait votre seul partenaire commercial possible. Donc on aurait probablement accéléré encore l'entrée de la Chine sur le marché européen. En réalité, et donc, vous voyez, le sujet, c'est de réussir à créer cette cohérence. C'est ce que, d'ailleurs, en quelque sorte, on voit se faire aux États-Unis.
les États-Unis n'ont pas de politique de création de champions américains. En revanche, ils ont une politique très affirmée sur le terrain commercial de défense des intérêts américains et une politique de la concurrence très, très, très libre, pour le coup, à l'intérieur du marché intérieur. Et donc, il me semble qu'on doit effectivement réfléchir à ça, mais le point sur lequel il y a une certitude absolue, c'est qu'il est temps que les Européens se rendent compte, en effet, qu'ils ne sont plus capables de rayonner largement, et en particulier parce que cette incohérence qu'ils s'imposent à eux-mêmes crée une fragilité pour le tissu productif européen qui est évidemment catastrophique. Et je le redis, pour qu'on puisse faire valoir cette certitude que je crois absolument fondée dans le débat européen, il faut aussi que la France fasse les efforts qui s'imposent pour pouvoir garantir que ce discours-là ne sera pas seulement une manière pour elle de se protéger de ses propres insuffisances. J'ai la chance de pouvoir me trouver au croisement de 2 commissions parlementaires qui touchent directement à la question que vous posez, parce que je suis donc en commission industrie et énergie, et je suis aussi en commission de la pêche, qui est la commission qui s'occupe de toute la politique de la mer, qui est d'ailleurs une politique très intégrée pour le coup au plan européen, puisque la pêche comme l'agriculture sont des politiques entièrement européennes. Et donc on travaille beaucoup en commission de la pêche sur la question des énergies marines. On a récemment terminé un rapport sur l'éolien offshore. On va publier récemment un nouveau rapport sur, cette fois-ci, une palette plus large d'énergie marine, l'énergie houlomotrice par exemple. Sur ces sujets-là, je pense qu'on a beaucoup de travail à faire sur la recherche, parce que vous le disiez, l'océan est l'une des très grandes sources d'énergie sur laquelle on peut s'appuyer. Donc on a un vrai effort de recherche à mener, parce que je pense que les options que nous avons aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes. Je le dis très simplement et d'une manière assez brutale peut-être, mais il me semble que on a devant nous un défi général, plus largement, qui est de réussir à faire en sorte que la transition climatique ne soit pas l'occasion d'un nouveau drame environnemental. Et à faire en sorte que, notamment, nos politiques sur le climat ne soient pas contraires à l'impératif absolu de protéger la biodiversité. Ce serait une catastrophe qu'on se retrouve dans une sorte de contradiction entre politique climatique et politique environnementale, politique en matière de la biodiversité. On ne sauvera pas les conditions de la vie si on ne sauve pas le vivant. Et aujourd'hui, le problème de l'éolien offshore en particulier, qui est l'énergie la plus connue, la plus identifiée sur les énergies marines, c'est que l'éolien offshore constitue est l'occasion d'un vrai impact environnemental qui aujourd'hui, je le dis très simplement, du regard que je porte sur le sujet. Je ne suis pas encore une fois un professionnel, mais on y a longuement travaillé. On a organisé une journée de colloques au Parlement européen. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup d'acteurs de la filière. J'ai eu l'occasion aussi d'aller, j'irai dans quelques jours à Saint-Brieuc, où se déploie un projet de parc éolien aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un impact environnemental qui clairement n'est pas maîtrisé aujourd'hui. En termes de reproduction des espèces, de désorientation des espèces migratoires marines, en termes de perturbation des écosystèmes, d'introduction de champs magnétiques, de vibrations. Enfin, il y a des impacts majeurs dont beaucoup d'ailleurs ne sont pas connus aujourd'hui. Vous connaissez certainement avec le regard universitaire que vous avez le sujet bien mieux que moi, mais il me semble qu'on a un énorme travail encore de recherche justement aussi sur l'impact, et de recherche pour diminuer l'impact. Et qu'en attendant, il faut qu'on soit très vigilant, parce que les projets qui sont aujourd'hui proposés par exemple par le gouvernement français en la matière me paraissent inconsidérés au regard de ce que nous savons de ces conséquences environnementales et au regard de ce que nous savons que nous ne savons pas encore de ces conséquences environnementales. Il y a une incohérence d'ailleurs de ce point de vue-là. On ne peut pas appliquer le principe du « do no significant harm » seulement à l'énergie nucléaire. Il faut l'appliquer à toutes les sources d'énergie, y compris, encore une fois, aux énergies renouvelables, qui ont un impact environnemental et qui doivent être regardées à partir de ce qu'elles apportent, mais aussi à partir des
des effets de bord, des difficultés qu'elles peuvent éventuellement créer. Donc je pense qu'on a beaucoup certainement à faire sur la manière dont l'océan, dont la mer peut devenir une source d'énergie décarbonée qui nous aidera dans la transition climatique, mais je crois que l'essentiel du travail est encore devant nous, parce que je ne suis pas sûr qu'on dispose aujourd'hui des options suffisamment convaincantes pour pouvoir compter sur elles de manière massive dans les années qui viendront. On a peu évoqué d'ailleurs d'une manière générale la question des transports, mais c'est vrai que le secteur des transports est un secteur majeur sur la question de la décarbonation, et l'aviation en fait partie. Là encore, on a un immense travail de recherche à faire, c'est incontournable pour pouvoir faire en sorte de progresser vers des innovations qui changeraient substantiellement les émissions de ce secteur. Et je sais que l'industrie travaille massivement sur ce sujet aujourd'hui. Et en attendant, je partage totalement votre sentiment, en attendant, nous ne pouvons pas fragiliser les acteurs européens qui sont ceux qui justement sont à la pointe de cet effort vers la décarbonation du secteur. Et donc on revient, de toute façon, on touche toujours à cette question des incohérences possibles entre nos politiques internes et notre politique commerciale. Aujourd'hui on est dans un monde ouvert, le secteur de l'aviation est un secteur extrêmement concurrentiel. On ne peut pas fragiliser nos propres acteurs au risque, encore une fois, de donner un avantage compétitif à des acteurs industriels qui sont beaucoup moins vertueux. Et je ne parle pas ici seulement du débat Airbus-Boeing et de la question de savoir si la Chine va venir s'inviter dans ce duel prochainement. Mais c'est toute une filière, c'est tout un écosystème industriel constitué aussi de TI, de PME, de TPE, qui sont, moi je le vois, j'ai eu l'occasion de me déplacer très souvent autour de Bordeaux, de Toulouse, même tout récemment encore dans l'Indre où j'ai été rencontré. Et dans les Yvelines, bien sûr, tout à fait. Monsieur le maire, je sais que nous partageons ce département en commun. Mais ce que je constate, c'est que cet impératif de décarbonation, il est présent non seulement à l'esprit, mais dans l'activité quotidienne de tout cet écosystème industriel. Et donc, si on le fragilise, on va fragiliser le moyen par lequel on peut en réalité atteindre l'objectif que nous nous fixons à nous-mêmes. Ce serait d'autant plus aberrant de créer une complexité supplémentaire dans un moment où cette filière est en train de traverser une crise majeure. Elle est sans aucun doute la plus impactée par la pandémie, et elle sera la plus durablement impactée par cette pandémie, puisque de toute façon, quoi qu'il arrive, le secteur aérien ne retrouvera pas les conditions qu'il connaissait avant la crise, avant probablement 2024-2025, c'est-à-dire un horizon relativement lointain. Donc on voit très bien que dans ce moment particulier, il y aurait une aberration politique à créer les conditions d'une fragilité supplémentaire, alors qu'au contraire, ce secteur a besoin d'abord de se reconstruire. Je vous le disais, moi j'ai trouvé ce processus aberrant, non seulement parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a quelque chose qui paraît très peu cohérent avec ce que nous savons de la réalité de notre mode de production et de la difficulté que représente le fait de le faire évoluer, mais surtout parce que, encore une fois, on peut discuter pendant des heures, pendant des jours, pendant des nuits entières et spéculer sur des objectifs. En réalité, ça ne constitue pas le début d'une solution. Donc, si vous voulez, ce processus de négociation m'a paru finalement relever beaucoup plus de l'affichage politique que d'une réalité de la responsabilité publique. Enfin, je veux dire par là que tout commence quand on se dit comment est-ce qu'on y arrive. Et vous voyez, on est tous réunis ici, on pourrait terminer la réunion en se disant on est tous d'accord pour réduire de 100% les émissions de carbone dans 2 ans. Très bien, ça nous ferait certainement plaisir. Monsieur le Président, vous feriez un très beau communiqué de presse, on parlerait de vous dans les médias, on dirait superbe objectif, mais en fait, tant qu'on a défini un objectif, on n'a encore rien fait. Donc il y a quelque chose qui est là-dedans, dans son principe, qui me paraît un peu abstrait et un peu aberrant. Le deuxième aspect, c'est que vous demandez comment ça s'est passé concrètement. Alors, d'abord, ce n'est pas la Commission européenne en tant que telle. Le processus implique une négociation complexe qui engage le Conseil européen, la Commission et le Parlement. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je ne peux que vous recommander de regarder l'excellent documentaire qui a été publié par la chaîne parlementaire sur le Conseil européen consacré au sujet climatique, le Conseil de décembre 2019 de mémoire,
je ne sais plus comment s'appelle ce documentaire, peut-être Bruxelles, ton univers impitoyable, un truc comme ça. Enfin, en tous les cas, ils ont filmé de l'intérieur le conseil, c'est très bien fait. On voit parfaitement comment ça se passe. On voit d'ailleurs, par parenthèse, ce qui m'a beaucoup, j'allais dire amusé ou désolé comme on voudra, mais la confirmation de ce que je dénonçais depuis des mois, que j'ai eu l'occasion d'écrire, de dire, de publier, avec par exemple mon ami Bernard Accoyer, on a signé une tribune sur le sujet, le fait que la France ne défend pas son outil nucléaire. Et cette confirmation est donnée dans ce documentaire, dans lequel on voit le Premier ministre tchèque, M. Babiš, qui est membre du groupe Renew, le même groupe politique qu'Emmanuel Macron, qui est un allié politique d'Emmanuel Macron sur la scène européenne, et qui dit devant la caméra, à plusieurs reprises, au cinéaste qui réalise le documentaire, je ne comprends pas pourquoi la France ne défend pas le nucléaire. Lui essaye de le défendre, mais il n'est, j'allais dire entre guillemets, ça n'a rien de condescendant, mais il est la République tchèque, et d'une certaine manière, il aurait besoin d'alliés forts sur la scène européenne, et la France serait tout indiquée. Et il dit, je demande à Emmanuel, pourquoi tu ne défends pas le nucléaire? Donc, c'était frappant d'avoir accès aux coulisses du Conseil par ce documentaire, et de voir que ce que je pressentais pour ma part, c'est-à-dire que la France n'avait rien fait contre l'aberration de la taxonomie, était dénoncé par un ami politique d'Emmanuel Macron, qui se trouve être le chef du gouvernement tchèque. Je pense que dans ce processus de négociation, on rentre dans des logiques qui sont à la fois géographiques et politiques, et qui contribuent à ce qu'il y a de meilleur et de pire dans le débat européen, qui est la nécessité permanente du compromis. Si je prends le débat parlementaire, et vous avez le groupe des Verts qui est parti en disant il faut réduire de 100% en 2030, alors quelque chose de cette nature. Le PPE auquel j'appartiens, qui a une sensibilité plus forte aux questions industrielles, a réagi comme vous le faites maintenant en disant mais ça n'a aucun sens, donc il faut que le chiffre soit de, mettons, 30%, je ne me souviens plus sur quoi on était parti, et à la fin, vous voyez, on finit par s'accorder sur un chiffre intermédiaire, qui en réalité, je le redis, pour moi, n'a pas beaucoup de signification. Vous voyez, quand Pascal Canfin, qui était le représentant du Parlement dans la négociation interinstitutionnelle, est sorti de cette nuit de négociation en trilogue en disant on s'est mis d'accord sur 57,5% et est venu crier victoire sur les ondes de France Inter, je l'écoutais dans la matinale, mais 57,5%, ça n'a littéralement aucun sens. Enfin voilà, ça n'a pas de signification. La question, c'est encore une fois quels sont les moyens qu'on se donne. Et de ce point de vue-là, vous avez totalement raison de le dire, le sujet pour les politiques, le sujet authentiquement politique doit être celui de la prise en compte globale du défi qui est devant nous. Il y a un défi climatique, mais nous ne sommes pas des climatologues, nous sommes des responsables politiques. Donc nous devons écouter les climatologues, mais nous devons savoir qu'il faut prendre en compte les enjeux industriels, les enjeux en termes de biodiversité, les enjeux en termes d'économie, en termes de modèle social. Tous ces enjeux-là, ils sont nécessaires à intégrer dans une décision ultime, et c'est là que se trouve la responsabilité politique. On a vécu pendant la crise du coronavirus cette difficulté à identifier le lieu propre de la responsabilité politique. Il est évident que quand vous êtes épidémiologiste, eh bien, vous avez forcément en tête que le mieux à faire, c'est de confiner tout le monde le plus longtemps possible. Parce que, par définition, votre métier, c'est de lutter contre les épidémies. Mais quand vous êtes un responsable politique, ben, vous savez qu'il y a aussi des enjeux économiques, qu'il y a aussi un enjeu social, qu'il y a aussi... Et il me semble que la responsabilité politique, y compris sur le climat, elle consiste à considérer la globalité du défi et à la considérer de telle manière qu'à la fin, on puisse produire des décisions qui permettent de faire face à la question climatique sans, par ailleurs, détruire ce qui est la condition pour que nous puissions y faire face ensemble. Alors effectivement, c'est un sujet majeur. C'est un sujet majeur, notamment selon la place que l'on veut donner aux renouvelables. Hein. Si on voulait aller vers un mix énergétique qui soit très focalisé sur les renouvelables, ça supposerait des investissements absolument colossaux sur la construction des réseaux, ce qui représente d'ailleurs un coût majeur. Hein. On chiffre, je crois, le coût de développement des réseaux à 6 milliards d'euros en France sur les prochaines années. C'est en tant que tel un coût. On pense souvent au coût de la production des infrastructures, on pense au coût des infrastructures de production d'électricité, on ne pense pas assez
aux coûts d'infrastructures de distribution. Vous parliez à l'instant de la voiture électrique. Typiquement, si on va vers une modification substantielle des usages, ça veut dire aussi une modification substantielle des réseaux. Avec la petite difficulté que les réseaux sont non seulement coûteux à construire, mais aussi compliqués en termes d'acceptabilité sociale. Tout le monde veut de l'électricité, mais personne ne veut des lignes tension. Donc la construction des réseaux, aussi bien de distribution d'électricité que de distribution des autres types d'énergie, est toujours un problème sensible en termes d'aménagement du territoire, et ceux qui sont élus locaux ici le savent très bien. Je crois qu'il y a deux sujets, il y a un sujet européen et un sujet français. Sur le sujet européen, on travaille notamment sur les sujets d'interconnexion. Je pense qu'il faut qu'on arrive à avancer de manière plus substantielle sur ces sujets-là. On a la question des PIEC, les projets d'intérêt européen commun, qui sont aujourd'hui très discutés et très combattus dans les institutions européennes par quelques acteurs qui, toujours au nom de l'idée de la concurrence libre et non faussée, veulent qu'on ne rentre pas dans des logiques de stratégie industrielle. Moi, je pense qu'au contraire, on a besoin de ces stratégies-là, notamment pour les réseaux et notamment pour la construction des interconnexions. On sait que, par ailleurs, la plaque énergétique européenne va être dans une situation de très grande tension au cours des années qui viennent, notamment si on ne fait pas les bons choix sur la question, par exemple, de l'industrie nucléaire. On ne peut pas se cacher le fait qu'on est passé, vous le savez mieux que moi, tout près du blackout en décembre dernier. Ce sont des expériences qui pourraient non seulement se répéter, mais se concrétiser dans les années qui viendront si on ne fait pas l'effort, non seulement de produire plus, mais aussi de mieux interconnecter les réseaux européens. Et donc là, de ce point de vue-là, on a un sujet important. Mais il y a aussi un sujet français, et moi je m'inquiète beaucoup. Je sais qu'on a eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec des collègues d'autres groupes parlementaires, et notamment des collègues de la majorité présidentielle actuelle. Et je pense que la France, aujourd'hui, ne fait pas les efforts qu'il faut en matière d'infrastructure. Nous nous reposons sur nos acquis, et nous avons des acquis solides, mais aucune infrastructure ne dure si elle n'est pas l'occasion d'investissements réguliers, substantiels. Et malheureusement, aujourd'hui, en France, il me semble que nous sommes très en deçà de ce qu'il faudrait faire, de l'effort auquel il faudrait consentir sur le plan des investissements en matière d'infrastructure. Est-ce qu'il y a un travail entre les parlementaires européens des différentes forces politiques? La réponse est oui, et qui fonctionne plutôt mieux qu'on ne le dit, parce qu'on dit souvent que les autres pays européens finalement parviennent à des unités nationales fortes, alors que les Français n'en seraient pas capables. Je ne crois pas que ce soit le cas, et notamment sur ces sujets, on échange beaucoup, on communique beaucoup, on n'a pas tous les mêmes options, bien sûr. Ça ne vous aura pas échappé que le discours des Verts en France n'est pas exactement similaire à celui que j'ai partagé avec vous ce matin. Donc on a souvent des désaccords, mais il y a d'autres sujets sur lesquels on a des points d'accord, et sur lesquels on est capable d'avoir une vision française, parce que c'est vrai qu'il y a un peu une vision française. Et je le redis, pour moi, le plus problématique n'est pas qu'on soit dépourvu d'une vision ou qu'on soit incapable de la partager. Le vrai problème, c'est que nous ne soyons pas crédibles pour la porter. Et vous parliez, on a beaucoup parlé des Allemands de manière implicite ou explicite ici. C'est vrai que pour l'Allemagne, mais dans le même contexte réglementaire, avec les mêmes règles sur le marché intérieur, l'Allemagne a construit son modèle économique sur l'excédent commercial, sur l'excédent budgétaire. Elle construit son modèle social sur l'excédent commercial et budgétaire. Et c'est presque d'une certaine manière une question d'identité, de culture fondamentale. Et donc pour les Allemands, quand la France dit qu'il faut faire le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, on est juste des Européens qui ne savent pas vendre des voitures, et donc par définition c'est logique qu'on cherche à se mettre un peu à l'écart, quoi. On a un vrai sujet de compétitivité, on a un vrai sujet de crédibilité du coup de la France dans le débat européen, et à mon avis on ne sera entendu que si on arrive à faire la preuve que nous ne sommes pas en train d'essayer de nous protéger de nos propres faiblesses, mais vraiment de défendre ce qui correspond à la stratégie dont l'Europe entière a besoin. Par ailleurs, il faudrait aussi... Il y a une naïveté européenne dans le monde, que j'ai essayé de décrire en touchant du doigt ces incohérences de notre politique commerciale. Il y a aussi une naïveté de la France en Europe, ça c'est incontestable. Je ne dis pas qu'on ne soit pas capable de se parler, mais souvent, malheureusement, les Français, c'est vrai, en particulier au Conseil, hein, en tous les cas ça me frappe beaucoup, souvent les Français sont un peu les seuls à croire à l'intérêt général européen. Enfin, je le dis de manière un peu brutale, mais quand il faut faire le pas de plus, quand il faut payer pour le compromis,
Nous sommes toujours convaincus qu'il y a de manière évidente un intérêt européen à défendre, quand en réalité les autres États membres considèrent, et c'est parfaitement leur droit, qu'ils exercent leurs prérogatives pour faire valoir l'intérêt de leurs citoyens. Et donc, pour moi, ça n'est pas un problème. L'Europe, c'est un partenariat entre des États qui restent souverains et qui ont par conséquent une vision de leurs priorités qu'ils doivent pouvoir faire prévaloir. Donc, il faut regarder l'Europe comme ce lieu miraculeux où on négocie ensemble plutôt que de se faire la guerre, mais malgré tout, les intérêts nationaux n'ont pas disparu, évidemment, ils ne se sont pas dissous dans l'Union européenne et ce serait absurde de le croire. Sur la relation des citoyens à l'Union européenne, oui, elle est distante, peut-être aussi parce qu'en fait, on manque beaucoup d'informations. Moi, ce qui me frappe, c'est finalement la faiblesse du temps consacré à ces questions dans le débat politique, dans la vie médiatique. Vous voyez, quand on parle de la taxonomie, bon, le mot est compliqué, mais les enjeux sont énormes. Et en fait, qui parle de ces questions-là? C'est l'avenir, je le répète, de notre modèle économique, de notre modèle social qui se dessine, et finalement, ces questions passent bien souvent à la trappe, et on a le sentiment qu'on est capable de consacrer beaucoup plus de temps de cerveau disponible pour parler comme un grand acteur des médias, à des sujets qui touchent à la petite polémique du moment, au tweet qui a déplu, à la petite phrase rapportée, alors que quand des sujets stratégiques sont en jeu, finalement, ils sont souvent l'objet d'un traitement relativement faible, voire parfaitement nul. Donc il y a un vrai sujet de pédagogie, et je pense que aussi bien sur la question des décisions européennes que sur les questions énergétiques, aujourd'hui, malheureusement, le grand public n'a probablement pas l'occasion de se former une opinion qui soit suffisamment éclairée. Et de ce point de vue-là, le travail que vous faites est d'autant plus important, bien sûr. La réponse est non. Alors, comment ça se passe aujourd'hui? Donc, on a un premier acte délégué de la taxonomie qui n'inclut pas le nucléaire, qui n'inclut pas le gaz non plus. Pour moi, c'était une erreur de publier un premier acte délégué sans traiter la totalité du spectre. Et du coup, la Commission, un peu par facilité, a dit bon, on remet le reste à un deuxième acte délégué, donc un deuxième texte réglementaire qui devrait être publié dans plusieurs mois. Alors, un acte délégué, il est publié par la Commission, pardon de rentrer un peu dans la technique, mais ensuite le Parlement peut le faire tomber. Si nous ne sommes pas d'accord, nous pouvons objecter. Donc nous pouvons faire une objection qui fait tomber la réglementation. Nous disons maintenant, avec tout notre groupe, enfin une grande partie de notre groupe, nous disons qu'il faut que le délai d'objection pour les deux actes délégués commence à la parution du deuxième. Parce qu'on a quelques mois pour faire tomber cet acte délégué qui a déjà été publié. Et ensuite, quand il sera devenu intouchable, la Commission publiera le second. Ben, c'est trop facile. Moi, je veux pouvoir objecter la totalité de la taxonomie. Si le nucléaire n'est pas dedans, je considérerais qu'il y a un vice de forme majeur. Et donc, nous nous battons pour faire en sorte que nous puissions faire tomber le premier acte délégué aussi si le deuxième ne convient pas. Et donc, c'est un bras de fer avec la Commission européenne en ce moment. Pardon, je rentre dans la technique, mais c'est aussi ça les débats européens, pour faire en sorte que le délai d'objection commence à compter de la parution du second acte délégué pour les deux actes délégués, de telle sorte qu'on ait vraiment une vision globale et qu'on puisse se prononcer sur la totalité du processus. Mais c'est vrai que ça n'est pas simple, et c'est vrai que le risque est fort qu'on se retrouve devant un règlement qui soit imparfait. Non, ça n'empêchera pas les États membres de compter sur l'énergie nucléaire, parce qu'encore une fois, ce n'est pas une compétence européenne. En revanche, ça contraindra massivement les règles en matière d'aide d'État, en matière de fléchage des financements privés. Donc ça va assécher les financements. Les énergies qui ne seront pas incluses dans la taxonomie verront leur financement fortement fragilisé. C'est une certitude. Et ceci va valoir donc pour des dizaines de milliards d'euros et pour des dizaines d'années. Donc l'enjeu est vraiment absolument majeur. C'est un enjeu fondamental, peut-être l'un des enjeux les plus importants de ce mandat européen sur les sujets que nous évoquons, qui sont des sujets majeurs. Par ailleurs, la taxonomie
c'est très curieux parce qu'elle dépend en fait du commissaire chargé des services financiers, pas du commissaire chargé de l'industrie, puisque c'est un règlement financier sur le fléchage des financements. Mais en réalité, elle va servir dans bien d'autres textes réglementaires qui concernent aussi l'industrie. Nous, on voit très bien à quel point, une fois qu'on aura défini cette grammaire commune, eh bien, on l'utilisera comme une référence dans des domaines réglementaires extrêmement différents. Quand il s'agira demain de construire des réglementations sur des sujets très variés, on dira, on s'appuie sur la taxonomie, donc ce qui est dans la taxonomie, c'est d'accord, ce qui n'est pas dedans, c'est pas d'accord. Le plan de relance, par exemple, et le plan de relance européen, 750 milliards d'euros, eh bien, une partie des parlementaires européens ont dit, typiquement, on ne doit pas mettre 1 centime d'euro du plan de relance dans des énergies qui ne sont pas dans la taxonomie. Donc en fait, ce n'est pas censé faire partie du spectre, mais ça va être utilisé parce qu'une fois qu'on aura cette espèce de liste qui aura été fixée, figée, eh bien, elle pourra servir de référence pour bien donc l'impact vraiment va être très substantiel pour répondre à la question que vous posiez. Oui, vous avez raison. Enfin, c'est moi d'ailleurs une question que vous posez, qu'un constat que je partage pleinement. On a un vrai sujet de divergence en termes d'approvisionnement énergétique, en termes de stratégie énergétique. Et l'un des grands problèmes de l'Union européenne, vous voyez, on parle toujours en France du couple franco-allemand, les Allemands n'ont pas d'expression pour désigner le couple franco-allemand. C'est un couple qui n'existe que dans la tête des Français. Je ne veux pas dire par là, je ne veux pas être caricatural, on a une relation très... évidemment très, très coopérative avec nos amis allemands. Mais ce qui est incontestable, c'est que l'un des grands problèmes de l'Union européenne pour les 10 ans ou les 20 ans qui viennent, c'est la divergence manifeste d'intérêts stratégiques entre la France et l'Allemagne. Et je pense qu'il faut qu'on l'assume très simplement, très librement, parce que c'est un enjeu à traiter. On ne peut pas juste se reposer sur l'incantation de l'amitié franco-allemande. Elle est réelle, encore une fois. Enfin, je veux dire par là que moi, je n'ai aucun conflit avec mes collègues allemands. Au contraire, on travaille très bien ensemble. Mais c'est un fait que, étant donné la situation de chacun de nos pays dans le moment où nous parlons, pour au moins les 10 ans qui viennent, nous avons des intérêts qui divergent. Et donc, il vaut mieux s'en parler librement pour pouvoir réussir à faire quelque chose qui soit... je l'espère, efficace au plan européen ensemble, plutôt que de vivre une espèce de bras de fer implicite qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Et ça suppose qu'on puisse mettre aussi nos amis allemands devant leurs responsabilités. Ils le font avec nous quand nous dérivons sur les sujets budgétaires, sur les sujets économiques, et ils ont raison de le faire, parce que nous avons pris des engagements et que nous ne les tenons pas, et donc il est normal qu'ils nous parlent franchement de notre situation actuelle, mais nous devons aussi pouvoir le faire lorsque, là encore, le mix énergétique européen se trouve plombé ou que l'indépendance européenne à l'égard du reste du monde se trouve fragilisée par les options qui sont retenues aujourd'hui par l'Allemagne. Alors que le Royaume-Uni était notre allié sur la question nucléaire, notamment. C'est vrai, même si le Royaume-Uni... enfin bon, c'est vrai. On pourrait discuter longuement de ces questions, parce que le Royaume-Uni avait aussi des options assez hétérogènes sur un certain nombre de sujets énergétiques. Un point qui est incontestable, c'est que le départ du Royaume-Uni est un vrai problème pour la France dans le débat européen. Parce que le Royaume-Uni était un contrepoids à la force actuelle de l'influence allemande. Et le départ du Royaume-Uni créait d'une certaine manière une forme de déséquilibre, renforce encore le déséquilibre qui voit la présence de l'Allemagne si structurante aujourd'hui dans le débat européen, ce qui est un problème en tant que tel, y compris pour l'Allemagne d'une certaine manière. C'est jamais très bon d'avoir un poids trop démesuré, et je pense qu'un certain nombre d'Allemands en ont conscience. Je me permets de dire par la même occasion que l'année prochaine va être une année majeure sur le plan européen, parce que l'élection présidentielle en France, mais aussi l'élection fédérale en Allemagne, vous avez tous ça en tête, mais sur les sujets d'énergie qui nous intéressent, ce qui va se passer dans les mois qui viennent va être évidemment décisif. Espérons-le. Et pour conclure, on peut terminer sur ce message d'espoir. Espérons que ce soit une chance. Je n'ai pas de certitude sur le sujet pour au moins deux raisons. La première, c'est que la présidence française de l'Union européenne tombe en même temps que la campagne présidentielle en France.
je crois que, enfin, on aurait pu demander à décaler, et je crois qu'on aurait dû demander à décaler, ça aurait été plus responsable, parce que une présidence de l'Union, ça dure 6 mois, et 6 mois, c'est un agenda extrêmement court, qui plus est à l'échelle européenne, où tout prend beaucoup de temps, et je vois la quantité incroyable d'énergie qu'il faut mettre dans le système. On parle d'énergie ici, il faut mettre au Parlement européen et dans les institutions européennes plus généralement une quantité énorme d'énergie pour à la fin obtenir un résultat. Et donc malheureusement, quand on sera mobilisé autour de la campagne présidentielle avec tout ce que ça implique pour la psychologie et la vie politique française, je crois qu'on aura malheureusement trop peu de capacité à se focaliser sur l'agenda de cette présidence. Alors que pour nos entreprises, c'est très important. C'est fondamental. Et le deuxième sujet, c'est que malheureusement, la question est aussi, est-ce que la France va être capable d'aborder cette présidence avec l'idée claire de ses priorités? Moi, c'est ce que je répète aussi, j'ai l'occasion d'échanger sur le sujet avec le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune. Mon principal message, c'est identifions 1, 2, 3 priorités. Les Allemands en avaient une, c'était l'accord UE-Chine. Voilà. Ils ont mis 6 mois, mais le dernier jour, ils y sont arrivés. Le dernier jour. Et ils avaient une énorme priorité. Ils ne sont pas trop dispersés. Nous, on fait déjà des réunions préparatoires avec toutes les forces politiques françaises sur la présidence française de l'Union. On est en train de parler du développement des trains de nuit, de la question de... Enfin, on rentre dans un tel luxe de détails et dans une telle fragmentation d'objectifs que je crains que malheureusement on ait beaucoup de mal à avoir des résultats substantiels. Et encore une fois, on en revient à la question, est-ce que la France est prête à défendre son agenda sur la scène européenne? C'est finalement une question importante. Et au service de toute l'Europe, bien sûr. On peut l'espérer, et c'est encore une fois sur cet espoir que je conclus cet échange en vous remerciant encore infiniment pour votre invitation. C'est parfait. Peut-être, monsieur le député, est-ce que vous serez à Glasgow à la fin de cette année, en novembre? À Glasgow? Non, a priori je n'y serai pas, mais... Je dis ça juste parce que vous avez beaucoup parlé de l'ETS, vous avez beaucoup parlé de l'ajustement aux frontières, vous avez parlé aussi de la présidence française, on verra, je partage un peu votre inquiétude. À Glasgow, il reste un point dans l'accord de Paris qui n'est pas négocié, qui n'est pas encore, c'est pas achevé, c'est l'article sur les marchés carbone. Et cet article sur les marchés carbone est très très important, y compris pour nos entreprises, parce que c'est précisément grâce à ce marché carbone et grâce à la jonction de l'ETS avec le Corsia de l'aviation, etc., que ces entreprises pourront décarboner plus vite, quoi. Je dis ça juste parce que j'aurais voulu, on aurait pu prendre un café ensemble à Glasgow, enfin, ou un verre de whisky. En tous les cas, grand merci, monsieur le député. Grand merci. Un verre de whisky à Paris pour préparer Glasgow.